Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78, le tour d'horizon de l'actualité locale. Nous sommes le mercredi 13 novembre, voici les titres. Le 17 novembre 2018, le mouvement des Gilets jaunes débutait contre la hausse des prix du carburant et la baisse du pouvoir d'achat. Un an après, quel est le bilan auprès des personnes mobilisées? La réponse du gouvernement a-t-elle été suffisante? Nous en parlons en plateau. Une nouvelle équipe et un objectif, la professionnalisation. Le VCE Sky Team Vousser a présenté hier les nouvelles recrues de sa section cyclisme sur piste, des athlètes réunis autour du tout récent champion d'Europe du kilomètre Quentin Lafargue. Et puis visite au sein du cinéma, un cinéma de nouvelle génération à Mantes-la-Jolie. CGR propose une expérience immersive avec des écrans sur les côtés et découverte dans cette édition. C'était il y a 4 ans, Claire, Anne, Fabrice, Grégory, Pierre-Yves, les prénoms des 5 Yvelinois décédés sous les balles des terroristes. Ils font partie des 130 victimes des attentats de Paris et de Seine-Saint-Denis perpétrés le 13 novembre 2015. Nous ne les oublierons pas, nous ne les oublierons jamais, a publié le conseil départemental des Yvelines sur son compte Twitter aujourd'hui. Il a été détruit par un incendie criminel survenu le 2 novembre à Chanteloup-les-Vignes. Le chapiteau de l'Arche a été rasé hier mardi. Les travaux de reconstruction devraient démarrer avant la fin de l'année ou début 2020. Le chantier devrait être financé à hauteur de 800 000 € par le département, 300 000 € par l'État et 100 000 € par la région Île-de-France. Bientôt un an pour cette mobilisation. Le 17 novembre 2018 avait lieu l'acte 1 des Gilets jaunes, un mouvement de protestation au sein de la population à la base contre la hausse du prix des carburants et aussi la baisse du pouvoir d'achat. Des revendications bien plus larges aujourd'hui contre les inégalités sociales et fiscales. Quel bilan un an après? On va poser la question à mes deux invités de Gilets jaunes originaires des Yvelines, Safia Matari et Alain Boucher. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre participation. Alors, est-ce qu'un an après, la colère est toujours présente? Safia Matari. Oui, effectivement, la colère est toujours présente un an après, puisqu'on n'a pas l'impression d'avoir obtenu les réponses qu'on attendait. On n'a même pas l'impression d'avoir été entendu du tout. Voilà, pour preuve, il y a un courrier qui a été envoyé à Monsieur Macron directement le 29 octobre par Priscilla Ludowski, Faouzi Lelouch et puis d'autres personnes, demandant une rencontre avec le président pour qu'on puisse parler des revendications, notamment la plateforme du vrai débat, une plateforme où il y a eu plus d'1 million de votes et aucune réponse n'a été apportée à ce jour. Et on aura l'occasion d'en parler juste après. Pourtant, Alain Boucher, on a le sentiment, en tout cas depuis la rentrée, que la mobilisation a affaibli, qu'elle a reculé de semaine en semaine. Alors deux choses. La première, c'est que quand vous parlez de sentiments, moi par contre à l'inverse, j'ai des certitudes. J'ai la première certitude, c'est que effectivement des manifestations de rue se sont calmées, parce qu'un an c'est très long, mais la motivation d'un certain nombre de gilets jaunes est entière et intacte. Je suis persuadé que pour le 16 et 17 novembre, c'est-à-dire la date anniversaire de ce début de mouvement, ça va être quelque chose de fantastique. Quand je dis fantastique, parce que la CGT vient rejoindre le mouvement et que la colère des Gilets jaunes, c'est pas seulement celle-ci, c'est également des infirmières qui n'en peuvent plus, les urgences qui sont au bord de l'asphyxie, des pompiers qui se font caillasser, matraquer et gazer par des forces de l'ordre. Tout ça, c'est inadmissible. Ça témoigne d'un sentiment de mal-être plus général. Il y a un an, si on revient aux origines de la mobilisation, pourquoi vous vous êtes engagés tous les deux au sein de ce mouvement, Alain Boucher? Écoutez, moi j'ai bientôt 65 ans. Et ça faisait des années que je bouillais un petit peu dans mon coin, à savoir que quand on suit la politique, on se dit mais où est-ce qu'on va? Dans le mur, c'était clair. Et en fait, j'attendais, sur le plan personnel, j'attendais un petit peu le déclic pour me motiver et suivre. J'étais dans un premier temps plutôt un suiveur, puis après je suis devenu quelqu'un qui s'est investi et qui a voulu porter des revendications. Je ne suis pas le plus malheureux, que les choses soient claires. Par rapport à d'autres, j'arrive à finir mes fins de mois. Mais il n'empêche que je ne travaille pas 35 heures. Moi, en tant qu'artisan, je travaille 50 heures. Si je divise mon revenu par le nombre d'heures, je ne suis pas au SMIC, monsieur. Donc, est-ce qu'il est normal de travailler, je dirais presque pour la gloire, finalement? Ça, c'est anormal. Et surtout, c'est quand en parallèle, vous avez... 1% de la population riche, mais ultra riche, dont on a encore regardé les statistiques, qui ont, pour l'année 2018,
des revenus qui ont encore explosé, c'est-à-dire de l'ordre de mémoire de 20 à 22%. On va vous octroyer royalement 0,3% d'augmentation. Si vous faites le parallèle entre les deux, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça fait 1 an qu'on le dit. Et Macron a fait quoi ? Un show télévisé, ce qu'il a appelé le grand débat. On va en parler juste après. Non, mais justement, à propos de ce grand débat, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste ? Rien. Je vais réagir juste après. Safia Mattari, juste sur les origines de pourquoi vous vous êtes engagée au sein des Gilets jaunes. Je me suis engagée parce qu'en fait, je suis une citoyenne française, que j'assiste tous les jours à de l'injustice. Quand je vois des personnes qui travaillent 35 heures mais qui ont besoin de la prime d'activité ou des APL pour vivre, je trouve que c'est pas normal puisqu'elles ont un métier et elles se lèvent tous les jours, donc il n'y a pas de raison qu'on les assiste. Et j'ai l'impression en fait qu'en France, on essaie de tirer tout le monde vers le bas. On focalise sur les personnes qui n'ont rien et en se disant il faut leur donner de moins en moins. Et on tire les salaires vers le bas, le plus bas possible, et on empêche les gens en fait de vivre dignement. Donc ça me révolte plutôt. Je me tourne vers Aurélie Ronce, bonsoir, de la rédaction de TV78. En réponse au mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement a décidé de lancer le grand débat national et il a été lancé le 15 janvier dernier. Oui, alors l'objectif, c'était créer les conditions d'un dialogue apaisé avec et entre les Français. Alors pour cela, 4 thèmes avaient été retenus: la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, l'organisation de l'État et des services publics. Alors pendant 2 mois dans les Yvelines, cette consultation a pris plusieurs formes. Il y avait des contributions en ligne, il y avait des cahiers de doléances en mairie, et puis il y avait également des réunions et d'initiatives locales. Au 15 mars 2019, c'était la date de la fin du grand débat. 210 réunions d'initiatives locales ont été réalisées dans notre département. Alors côté gouvernement, quel a été le bilan de ce grand débat national ? Alors un bilan positif et utile, comme l'avait annoncé le Premier ministre Édouard Philippe lors de la restitution des contributions. Un sentiment qui a également été partagé par le député yvelinois du MoDem, Bruno Millienne, qui a notamment organisé 16 débats sur le territoire. Le gouvernement a débloqué 17 milliards. Là, je parle des mesures d'urgence, puis il y en a d'autres qui sont à plus long terme. Mais 17 milliards d'euros, c'est pas rien. La prime d'activité qui a été revue et corrigée, qui permet notamment aux familles monoparentales, je pense surtout aux femmes qui élèvent seules leurs enfants, de pouvoir bénéficier de cette prime d'activité jusqu'à 1,7 fois le SMIC, c'est pas rien. Alors, ce sont des mesures d'urgence, comme l'a dit Bruno Millienne. Il y en a eu d'autres, pour le pouvoir d'achat notamment. La prime exceptionnelle défiscalisée, la fameuse prime Macron. 5 milliards d'euros de baisse d'impôts en 2020, une mesure qui devrait concerner 15 millions de foyers. Les retraites de moins de 2 000 euros seront également réindexées sur l'inflation en 2020. Et je terminerai juste avec un chiffre, 1,5 million. C'est le nombre de Français qui ont pris part au grand débat. Merci Aurélie pour ces précisions. Alors, une réaction, vous parliez de grands shows télévisés, du coup, les réponses apportées par ce grand débat national n'ont pas été suffisantes à vos yeux ? Non, mais de toute façon, non seulement elles n'ont pas été suffisantes, mais vous savez, je viens de lire à l'instant, dans le Parisien, le budget de l'Élysée va être augmenté de 2 millions d'euros. Nous, on a l'impression de faire de la mendicité à côté. Il y a quand même 2 mondes aujourd'hui, que les choses soient claires. On vit sur la même terre, mais il y a 2 mondes parallèles. Et moi, je ne veux plus de ce monde parallèle. Je veux que ceux pour qui un certain nombre de citoyens ont voté, eh bien, qu'ils représentent le pays et qu'ils représentent le plus possible ce qu'on appelait dans le temps les masses laborieuses, aujourd'hui tout simplement des travailleurs, comme l'a dit Safia, des personnes qui veulent simplement vivre de leur travail. Et il y a quelque chose d'extrêmement dangereux. Dès lors qu'on donne des allocations, on devient dépendant. Or, si vous n'avez besoin de personne, uniquement le fruit de votre travail, vous n'êtes plus dépendant de quoi que ce soit. Quelque part, on peut vous faire du chantage parce qu'on va vous dire, pour X raisons, on va vous supprimer vos primes, on va vous supprimer vos allocations. Et ça, c'est terrible. Pour moi, c'est quelque chose de terrible. Safia Mattari, il y a une mobilisation qui est prévue ce week-end, 16 et 17 novembre, à l'occasion de ces 1 an de la mobilisation des Gilets jaunes. Oui, effectivement, il y a une mobilisation qui est prévue, donc je vais parler de Paris, puisque voilà, c'est la grande ville la plus proche de nous. Priscilla Ludowski, Fawzi Lelouch et David Libeskind, qui est avocat, ont déclaré une manifestation en préfecture.
Malheureusement, le trajet était refusé. Donc ça partait du parvis de la gare Saint-Lazare, on passait par boulevard Haussmann, Châtelet, le jardin du Luxembourg, Montparnasse pour arriver aux Invalides. Sous couvert de menaces terroristes et de plans vigipirates renforcés, on nous demande de changer notre parcours et d'aller dans les quartiers populaires de Paris, gare de l'Est. Donc pas de menaces terroristes, a priori pour les gens les plus pauvres. C'est assez drôle. Et il faut savoir aussi que c'est très difficile, en fait. Ça va être très difficile ce week-end. J'ai peur qu'il y ait des affrontements, qu'il y ait de la violence, une fois de plus, du côté des forces de l'ordre envers les citoyens. On ne peut plus circuler dans Paris. La semaine dernière, Fawzi Lelouch a été convié par Paris Match à faire une photo sur les Champs-Élysées. Il s'est pris une amende pour manifestation illégale, alors qu'il était avec un journaliste. Là, il y a un arrêté préfectoral qui a été pris. Il faut savoir également que les agents de la RATP, donc c'est la nouvelle police de l'État, ils sont autorisés ce week-end à faire des palpations et des fouilles sur les citoyens. Donc vraiment, on assiste à quelque chose qui est extrêmement inquiétant. On est dans un pays libre, on est dans le pays des droits de l'homme et on a énormément de répression. On a même une personne qui avait déclaré une mobilisation sur la place de la Nation et qui s'est retiré parce qu'il a été menacé de représailles judiciaires par la préfecture de police de Paris. Bien, merci d'être venu en plateau un an après le début de cette mobilisation. Merci Safia Mattari et Alain Boucher. Un mot de politique avec les élections municipales de 2020. Jeudi dernier, nous vous parlions de la désignation comme tête de liste d'Olivier Pareja pour Décidons Ensemble à Guyancourt. Nous vous indiquions que le conseil municipal siégeait toujours au sein de la majorité. Petit rectificatif de sa part. Olivier Pareja souhaite préciser qu'il ne fait plus partie de cette majorité municipale. Lors de l'élection du maire actuel de Guyancourt, François Morton, en mai dernier, Olivier Pareja avait voté blanc. Un mot de sport et le monde du cyclisme qui est endeuillé ce mercredi. Raymond Poulidor est décédé la nuit dernière à l'âge de 83 ans. L'ancien coureur cycliste était hospitalisé depuis le 8 octobre dernier en raison d'une grande fatigue. Et même s'il n'a pas gagné le Tour de France, Poupou était considéré comme l'un des grands cyclistes. En tout cas, il jouissait d'une grande popularité en France. Nous l'avions rencontré à plusieurs reprises. Dernier passage en date dans les Yvelines en mars dernier, c'était à la foire de Chatou, dédicace auprès du public. Et je vous propose d'écouter un extrait de son intervention et ensuite la réaction du président de la Fédération française de cyclisme qui est basée à Montigny-le-Bretonneux. On retrace évidemment ensemble en parole l'ensemble de ma carrière et la conversation vient souvent avec Jacques Anquetil qui est toujours présent, ce fameux duel avec Jacques Anquetil, et toujours on me pose la question, comment se fait-il que vous n'avez pas gagné plusieurs Tours de France ? C'est une grande tristesse, c'est le sentiment de perdre vraiment quelqu'un de la famille du cyclisme, parce que Raymond Poulidor était très présent encore dans notre cyclisme à travers les représentations qu'il pouvait faire dans les manifestations, sur le Tour de France, à plein d'endroits. On avait de multiples occasions de croiser Raymond Poulidor et à chaque fois de mesurer à quel point le sport cycliste avait pu être transcendé par sa popularité. C'était juste incroyable de voir 40, 50 ans après sa carrière, comment de partout où il passait, il était toujours aussi aimé, toujours aussi sollicité et finalement toujours aussi connu. Voilà pour la disparition de Raymond Poulidor. Cyclisme sur piste à présent. L'équipe de Quentin Lafargue a présenté ses premières recrues ce mardi soir au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines. Le VCE Sky Team Vousser se prépare pour les prochaines compétitions avec en ligne de mire un objectif, la professionnalisation. Mathilde Demilly et Marilène Yapichino. Celui qui est à l'origine de ce projet, Quentin Lafargue. Récemment titré champion du monde du kilomètre, Quentin Lafargue a réuni 3 de ses coéquipiers d'équipe de France au sein de la VCE Sky Team Vousser, dans l'espoir de devenir à terme la première équipe professionnelle de cyclisme sur piste. C'est clairement un objectif, mais on mérite tous d'atteindre ce statut-là et on va y arriver parce que tous on a le même état d'esprit. À ses côtés, les jeunes Florian Grengbeau et Melvin Landerneau et l'ancien membre de l'équipe de France de BMX passé à la piste fin 2017, Quentin Caléron. C'est vrai qu'avec mes collègues aussi, on s'entend vraiment très bien et on est une équipe, mais on est aussi des bons copains. Donc voilà, c'est surtout ça aussi qui m'a beaucoup plu. De belles recrues pour le vélo club d'Elancourt Saint-Quentin en Yvelines qui voit les objectifs en grand. 2 phases, il y a Tokyo 2020. Bien sûr, il y a plusieurs étapes avant Tokyo. Il y a les Coupes du Monde,
il y aura les championnats du monde, et puis après Tokyo, on aura encore les championnats de France, encore des championnats du monde, pour nous conduire jusqu'en 2024. L'apothéose doit se faire avec cette équipe en 2024 sur les terres du V6 Sky Team Mousser. Une équipe locomotive pour le club qui compte 37 coureurs engagés pour tenter de faire rayonner le cyclisme saint-quentinois dans l'univers olympique. Je reçois à présent en plateau 3 invités, Florence Curval, Guy Lalgérard et Michel Levet. Bonsoir à vous 3. Bonsoir. Vous êtes tous les 3 architectes. Michel Levet, je précise pour l'angle local que vous avez participé notamment à la rénovation du quartier des 7 Mars, mais pas que, à Saint-Quentin en Yvelines dans les années 90. Et vous êtes aussi tous les 3 les co-auteurs, c'est pour ça que je vous reçois, de ce livre, La ville européenne au XXIe siècle, en finir avec la ville empirique, la charte d'Athènes et la fracture sociale. C'est aux éditions L'Harmattan. Plus de 30 ans d'observation de votre part sur l'évolution des villes du continent et une réflexion aussi sur ce que doit être l'urbanisme européen. Une première question, pourquoi écrire ce livre à 3, finalement à 6 mains? Est-ce que ça veut dire que vous partagez la même vision sur ce sujet? Oui, absolument. Nous partageons la même vision, née finalement de 30 ans de pratique d'architecte, de manière assez différente d'ailleurs, tous les 3. Mais nous partageons cette même vision et cette même observation de la ville. En quelques mots, que doit être une ville européenne au XXIe siècle? Je sais que c'est compliqué de résumer ça en quelques mots, mais quelle est votre vision en tout cas? Eh bien, on produisait la ville d'une manière traditionnelle et puis brutalement, dans les années 50, il y a eu une rupture et le système rationaliste est venu changer totalement la manière de faire la ville. Et aujourd'hui, nous avons, notamment quand on pense aux grands ensembles, nous avons une fracture morphologique dans la ville qui porte maintenant une fracture sociale et des problèmes sociétaux divers, des mouvements qu'on continue de voir aujourd'hui. Et vous parlez d'ailleurs dans ces ouvrages, vous consacrez un chapitre aux grands ensembles, notamment le quartier des Tarterets à Corbeil-Essonnes, également à Bondy, si je ne dis pas de bêtises. Alors ce livre, c'est plus de 30 ans, Villejuif également, c'est plus de 30 ans d'observation, je le disais, sur l'évolution de l'urbanisme dans les villes européennes. Ce que l'on peut dire, c'est que dans ce livre, votre constat n'est pas bon. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur ces 30 ans? Si vous voulez, dans l'histoire urbaine, en fait, c'est la volonté d'arrêter toute la production urbaine bimillénaire, trimillénaire même. Bon. Donc à partir de là, s'est exprimé ce système rationaliste dont parlait Florence. Et il faut bien dire que la forme urbaine, c'est le socle des pratiques sociales. À partir du moment où on touche à la morphologie urbaine, on touche à la constitution, la trame urbaine, l'îlot, enfin, et ses décompositions. Il y a un lien direct entre l'urbanisme, l'architecture et l'aspect social, sociétal. L'aspect social, sociétal, bien entendu. Et aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que le résultat un peu de nos recherches, c'est que finalement, le discours politique ne prend absolument pas ça en compte. C'est-à-dire que nous avons une prise en compte politique du résultat de cette pratique urbaine qui date maintenant de 70 ans. Mais en fait, il n'y a pas de réponse. Donc c'est pour cela qu'on a produit ce document, parce que nous pensons pouvoir apporter des réponses en donnant un nouveau système. Est-ce que si on prend l'exemple, je me tourne vers vous, Michel Levet, de la ville nouvelle, la construction de la ville nouvelle, est-ce que par exemple c'est un contre-exemple de ce qui devrait se faire, en tout cas dans votre vision? La première partie de la ville nouvelle, et c'est pour ça aussi que je suis là en grande partie, c'est que les premiers quartiers conçus dans le cadre de la ville nouvelle étaient des quartiers conçus selon la charte d'Athènes, selon tous ces principes, les îlots, la séparation des fonctions, etc. Petit à petit, grâce à certains urbanistes et à certains décideurs de la ville, les choses sont arrangées. Mais on a du mal à tout lâcher, à revenir vraiment à ce que devrait être la ville dans ce qu'on vient d'expliquer, dans ce qu'on explique dans notre livre. Voilà. Par contre, il y a des choses qui se font actuellement qui sont beaucoup mieux qu'avant, bien sûr, et qui vont dans le bon sens. Alors une question, est-ce que d'une certaine manière, vous y avez participé aussi à cette mise en œuvre de l'urbanisme? Est-ce que c'est un peu une forme de remise en cause, peut-être, ce livre? Bien entendu, on y a participé. C'était notre profession. Mais aujourd'hui, les architectes, les maîtres d'ouvrage, enfin, les décideurs continuent de participer avec un aspect plus urbain. Mais c'est qu'un aspect plus urbain. Le fondement, finalement, théorique n'a pas changé sur le fond. C'est-à-dire qu'on prend toujours un terrain, on travaille sur son terrain, on regarde très peu ce qui se passe autour, on ne regarde pas le contexte, et à partir de là, ça continue de créer des problèmes. Nous sommes en train aujourd'hui, je vais peut-être très loin en disant ça, de préparer les grands ensembles de demain.
Donc avec une spécificité des quartiers, des spécialisations qui permettent le communautarisme et la prise de possession d'un territoire. D'où tous nos problèmes. Je crois qu'on ne va pas s'étendre sur ces problèmes, mais on les connaît tous et on en parle quotidiennement. Juste pour être précis sur la charte d'Athènes, elle date de 1933 et elle aborde la question de l'extension des quartiers modernes. Alors le chapitre final de l'ouvrage, c'est vers l'obligation d'un nouveau mode de production urbaine. Maintenant qu'il y a eu ce constat, que fait-on? Comment on répare ces erreurs du passé? Alors c'est bien de revenir sur le constat parce que finalement c'est le constat le mieux partagé par tout le monde. Tout le monde sait très bien la ville dans laquelle on est bien et la ville dans laquelle on n'est pas bien. Donc ce premier constat, c'était intéressant pour nous déjà de le formaliser. Ça nous a permis aussi de tirer des enseignements de la ville et d'en tirer des invariants qui font la ville et ceux avec lesquels on doit tout de suite finalement travailler. C'est un livre qui est destiné à tous les décideurs qui sont actifs sur la ville, c'est-à-dire les élus, les architectes, les aménageurs, mais même tous les citoyens. Savoir exactement dans quel contexte on se trouve est absolument essentiel. Aujourd'hui, je pense que les maires ont besoin d'avoir toutes ces connaissances-là pour prendre les décisions qui s'imposent. Et ne plus refaire justement ces erreurs du passé. La ville européenne au XXIe siècle, en finir avec la ville empirique, la charte d'Athènes et la fracture sociale. C'est disponible aux éditions L'Harmattan au prix de 40 €. Merci à vous trois, Florence Curval, Guilal Gérard et Michel Levé. Merci. Architecte et co-auteur de cet ouvrage. Une première dans les Yvelines au cinéma CGR de Mantes-la-Jolie. C'est une salle immersive qui a fait son apparition, une plongée dans le film grâce à la projection et aux panneaux sur les côtés, mais aussi grâce au son. 9 semaines de travaux ont été nécessaires. Découverte avec Mathilde Demy. Depuis le 31 octobre, la salle Ice Premium a ouvert ses portes au cinéma CGR. Une salle qui a dû passer par la case travaux avec un budget d'1 million d'euros. Un coût nécessaire pour rendre cette salle plus attractive. Donc voilà comment se présente la salle. Donc les fauteuils en cuir inclinable numérotés, donc ce qui vous permet de réserver à l'avance, notamment maintenant si vous voulez par exemple réserver pour Star Wars qui a lieu en décembre, vous pouvez déjà réserver votre place et vous aurez votre place du coup qui sera attitrée. En plus de ça, vous avez donc une personne, un agent d'accueil qui est dédié à la salle, qui vous accueille dans la salle, donc pour vous placer, ce sera à toutes les séances, vraiment, donc comme ça au moins vous ne serez pas perdu. Star Wars épisode 9, La Reine des Neiges 2 ou encore Jumanji Next Level seront diffusés dans cette salle un peu particulière. Une immersion dans le film avec des écrans sur les côtés de la salle et des spots derrière les spectateurs pour créer une ambiance visuelle. Il n'y a pas de salle premium en Yvelines, ça change en fait. Vous vivez vraiment une véritable expérience. Comme on l'a dit, Immersive Cinéma Experience, c'est vraiment pour être en immersion, quelque chose, voilà, vous vivez le film, notamment au niveau de l'image, du son et des panneaux. Ice Immersive, vraiment, vous êtes dans le film et ça apporte quelque chose. Pour voir un film dans cette salle, il faut compter entre 2 et 4 € de plus que pour un film dans une salle normale. En ce qui nous concerne, le rapport qualité-prix, non. Je vais y voir pour découvrir aujourd'hui, la première fois. Ça dépendrait du film, mais oui. Pour être un peu comme à la maison, ouais. Un rapport qualité-prix qui divise. Le cinéma CGR vise un public jeune, notamment avec les films qui seront bientôt à l'affiche dans cette nouvelle salle. Avant de vous laisser jusqu'au 23 novembre, ce sont les Ludidays, les médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines vous font découvrir des jeux de société, des murder parties, mais aussi des escape games. Le rendez-vous débutait ce week-end avec une intrigue qui se déroulait à la commanderie. Mélanie Poquet. Et je suis l'assistant du professeur Follard. Depuis maintenant plusieurs mois, on travaille sur une invention qui va révolutionner le monde. Oui, mais voilà, les plans de cette invention ont disparu, alors l'assistant du professeur a besoin d'aide. La famille tâche affriée a 30 minutes pour les trouver. Il participe à un escape game. Il n'y a pas de compétences particulières en escape game, il faut être observateur, il faut fouiller. Et surtout, il faut s'organiser en équipe. Il y a des moments où on va chercher, fouiller tout seul. Mais dès qu'on est bloqué, il faut bien penser à se regrouper en équipe, se poser des questions. C'est chose faite pour la famille Guyon-Courtoise. Avec un record à la clé, ils ont mis moins de 24 minutes à trouver ce qu'ils cherchaient. C'est un bon moyen de créer une bonne cohésion familiale, de travailler en équipe. C'est pas évident. On est aidé, on est soutenu, donc non, ça va. On a passé un moment en famille et c'est la première fois aussi que j'en fais. Un escape game organisé dans le cadre des Ludidays. Les jeux avaient pris possession de la commanderie. Dans une autre salle, on découvre des jeux de société.
Nous, on essaie de jouer ensemble, en famille, et donc là, on en profite pour venir voir d'autres types de jeux qu'on n'aurait pas nous à la maison, voir ce qui nous plaît et tester des choses, quoi. C'est trop bien parce qu'après, on fait beaucoup de jeux et on s'amuse. Et puis là, je viens de faire un escape room et c'était très bien. Le jeu revient en force sous toutes ses formes, que ce soit sous la forme de jeux vidéo, mais aussi jeux de société. Il y a énormément de créations de jeux vidéo aujourd'hui. Nous aurons d'ailleurs présents sur les événements à Villepreux et au MUMED des créateurs de jeux. Les Ludidays continuent jusqu'au 23 novembre à Saint-Quentin en Yvelines. Peut-être un moyen de compléter sa lettre au Père Noël. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant, nouveau numéro du 7-8 Société. Nous parlerons ce soir et des repas végétariens imposés au moins une fois par semaine dans les cantines scolaires. Belle soirée sur TV78.